Est-ce que vous voyez bien? Moi, sur mon écran, ça fait un peu étrange. On voit bien. OK, c'est bon, merci, désolée. Bon, rapidement, au niveau de la présentation, on va rapidement discuter de qu'est-ce que la santé intégrative et les approches complémentaires. Je vais donner des exemples de positionnement favorable à la santé intégrative et aux approches complémentaires, la perception des procédés de la santé à l'égard des approches complémentaires, la prévalence d'utilisation des approches complémentaires, des exemples de collaboration au Québec, et puis à la fin, vous aurez là, quelques petits des références. Alors, qu'est-ce que la santé intégrative et les approches complémentaires? À travers les années, il y a eu beaucoup de définitions. Puis, le chercheur, à un moment donné, s'est dit, ben, mettons tout ça ensemble pour essayer de voir où sont les éléments communs à plusieurs définitions. Donc, au niveau de ces éléments-là, on va parler de l'attention portée sur la globalité de la personne. De plus en plus, en anglais, maintenant, ils vont utiliser whole person care. Donc, on va parler de la considération des dimensions physiques, émotionnelles, mentales, sociales, spirituelles. Et je mettrai une petite parenthèse au niveau santé autochtone, les médecines traditionnelles autochtones. Eux, ils vont parler de la roue de médecine qui rejoint essentiellement ces éléments-là. On parle de données probantes et de pratiques émergentes. Je donne toujours un petit exemple au niveau des données probantes parce que souvent, on a observé que quand les gens parlent de données probantes, ils ne font référence exclusivement aux données, aux publications, souvent qu'autrement, aux essais cliniques randomisés. Donc, une pratique basée sur les données probantes a trois éléments. Bien sûr, on parle des études scientifiques, mais on parle aussi de la personne devant nous. Je vais vous donner un exemple. On a remarqué ces dernières années que le traitement de la douleur a été beaucoup focusé sur l'usage des opioïdes comme traitement de première intention. Et à travers le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait certains bénéfices, mais ce n'était pas aussi efficace qu'on le croyait. Donc, c'est là que l'élément de la personne devant nous entre en ligne de compte, en ce sens que si une personne est devant nous comme clinicien et puis qu'elle souffre de douleur, donc oui, je connais le traitement scientifique grâce aux études. Par contre, si la personne, elle nous nomme que ça ne fonctionne pas bien ou encore qu'elle a des enjeux de dépendance, c'est là l'autre élément dont on doit tenir compte et vient en troisième lieu notre jugement clinique. Donc, est-ce que pour cette personne-là, si j'ai une véritable pratique basée sur les données probantes, est-ce que pour cette personne-là, c'est véritablement le bon traitement? Et de là découle notre jugement clinique. On sait maintenant, depuis quelques années déjà, peut-être à peu près 5 ans, au Canada comme aux États-Unis, il y a des lignes directrices maintenant qui indiquent que justement les traitements de première intention au niveau de la douleur ne devraient plus être les opioïdes, mais aller plus vers les approches complémentaires, que ce soit l'ostéopathie, l'acupuncture, la physiothérapie. Donc, l'exemple d'une pratique basée sur les données probantes nous amène à comprendre que ce n'est pas juste les études scientifiques qui doivent compter pour notre jugement clinique. Alors, on parle aussi d'une santé optimale et de mieux-être, notamment la promotion et la prévention, promotion de la santé et la prévention de la maladie, bien sûr, avec tout le continuum de soins. Et malheureusement, on sait que tout le volet promotion-prévention est l'enfant pauvre du financement de la santé, hein, parce que c'est beaucoup plus le curatif dans lequel le financement se retrouve. Donc, malheureusement, quand vous parliez précédemment au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, qui font partie justement des saines habitudes de vie, il y a eu quand même des beaux programmes au Québec sur ces sujets-là. On avait à une certaine époque ce qu'on appelait les pratiques cliniques préventives. On a eu le programme 0530, mais il n'y a plus de financement. Et pourtant, on sait que l'incidence et la prévalence des maladies chroniques pourrait être largement réduite grâce à la promotion et à la prévention.
On parle de combinaison des approches thérapeutiques conventionnelles. Conventionnelles veut dire celles qui sont offertes dans le réseau de la santé. Médecine, physio, ergo, infirmière et tout ça. Et on parle aussi des approches complémentaires. On fait référence à l'âge, juste pour citer quelques exemples, l'acupuncture, l'ostéopathie, le yoga. Et bien sûr, la collaboration interprofessionnelle, ce qui inclut les praticiens en approche complémentaire, et le respect de la culture et de la préférence de soins et de traitement des personnes. Ça, c'est important parce que ça fait aussi référence à ce qu'on appelle le partenariat de soins. Donc, chaque professionnel peut bien dire que sa pratique est la meilleure au monde. Il n'en demeure pas moins que la personne qui reçoit ou qui a à choisir des approches, ben c'est elle qu'on doit aussi respecter dans ça. Donc, est-ce qu'il s'agit des dimensions complètement nouvelles? Bien sûr que non. Hein. Il y a plusieurs dimensions qui existaient déjà dans notre système de santé. Il faut maintenant renforcer ce qui existe et favoriser une plus grande acceptabilité. Et bien sûr, on parle de démocratiser l'accès aux approches complémentaires et améliorer la collaboration interprofessionnelle. Il est aussi temps d'arrêter d'opposer les approches parce que de toute manière, on va voir un petit peu plus loin, l'usage des approches complémentaires est vraiment élevé au Québec, au Canada et à travers le monde. Donc, c'est déjà là. Il suffit maintenant d'arrêter de vouloir opposer les approches, mais bon, il suffit et pas toujours si simple que ça. Puis, est-ce que la santé intégrative est efficace uniquement dans les situations de santé complexes? Bien sûr que non. Hein? Quand on parle de promotion, de prévention, on peut aussi les utiliser dans ces éléments, dans ces moments-là. Ils n'ont pas seulement strictement en curatif. Donc, il faut éviter d'emprisonner la santé intégrative dans une seule sphère de l'interdisciplinarité, bien que c'est comme très important. Ensuite, qu'est-ce que les approches complémentaires? Donc, il y a quelques années, même si les références sont loin, elles sont quand même là, encore pertinentes. Dans la revue Le Médecin du Québec, il y avait eu une publication qui présentait les approches complémentaires. On disait qu'on privilégie l'association de traitements dont les philosophies thérapeutiques différentes peuvent agir en synergie, bien sûr, dans l'intérêt du malade. J'aimerais mieux dire personne que malade, mais bon, c'est pas moi qui ai écrit l'article. Et non, aussi l'OMS qui ont une stratégie qui est encore jusqu'à 2023, en tout cas, j'espère qu'elle va être renouvelée, qui parle justement de médecine complémentaire et de médecine alternative. On utilise moins le terme médecine alternative parce que le mot alternatif fait peur, dérange. Donc, on fait référence, bien sûr, à un vaste ensemble de pratiques de santé qui ne font pas partie de la tradition ni de la médecine conventionnelle du pays. On a une confusion aussi par rapport à certains termes. Hein. Médecine traditionnelle est souvent utilisée au Québec pour faire référence à la médecine scientifique occidentale ou la médecine biomédicale, alors qu'il existe quand même des traditions en médecine différentes que celles du biomédical. On peut penser à la médecine traditionnelle chinoise, médecine ayurvédique et aux médecines autochtones. Qui sont beaucoup plus anciennes que la médecine plus conventionnelle. Il existe aussi une catégorie. Il y a 5 catégories pour définir les approches complémentaires. Il y a une nouvelle catégorisation assez récente, mais je ne l'utilise pas encore. Puis je travaillais dernièrement avec un projet avec l'Ordre des infirmières, puis, excusez-moi, on a fait le choix de ne pas utiliser la nouvelle catégorisation pour la simple raison qu'il rentre encore plus en conflit avec les actes réservés. Donc, on a décidé de continuer à utiliser l'ancienne catégorisation. Donc, on parle de système médico-parallèle, du système complet avec fondement théorique et pratique. Pour donner des exemples, on peut parler de la naturopathie, des médecines autochtones, de la médecine traditionnelle chinoise, de l'Ayurveda. Il y a aussi les approches corps-esprit, où on fait référence au groupe de soutien à la méditation, à la pleine conscience.
Les traitements à fondement biologique, utilisation de substances trouvées dans la nature, il y a les suppléments alimentaires, les herbes, les aliments thérapeutiques, les vitamines. Ensuite, il y a les systèmes axés sur le corps et la manipulation. On fait alors référence à l'ostéopathie, à la chiro, masso, et bien sûr, les traitements énergétiques. On peut parler de Qigong, de toucher thérapeutique, de Reiki. C'est souvent les traitements énergétiques qui chatouillent un petit peu plus que les autres catégories, mais bon, elles existent aussi dans les médecines traditionnelles. Ensuite, on se pose aussi la question, est-ce que c'est des nouvelles modalités ou des nouvelles pratiques? Encore là, la réponse est non. C'est plutôt des nouveaux termes utilisés pour faire référence à des approches antérieurement appelées médecine alternative ou médecine douce. Les termes médecine alternative ou médecine douce sont des termes qui étaient pertinents dans les années 70, les années 80, mais aujourd'hui, on sait que quand on veut critiquer les approches complémentaires, on va souvent parler de médecine douce comme s'il n'y avait pas de science, alors qu'au contraire, on a de la science au niveau des approches complémentaires en 2022. Changements de paradigme sont nécessaires, ça on le sait, hein? Il faut soutenir davantage la santé et non plus s'attarder essentiellement qu'à la maladie. Malheureusement, dans nos sociétés modernes, on a des cartes d'assurance maladie, non pas des cartes d'assurance santé. Il faut encourager davantage la complémentarité des approches au lieu de les considérer en opposition. Et bien sûr, apprendre à travailler ensemble et respecter les univers de chacun. Je vais vous présenter quelques exemples de positionnement favorable à la santé intégrative aux approches complémentaires. Encore là, je reviens à l'Organisation mondiale de la santé. 3 objectifs spécifiques dans leur stratégie. On parle de renforcer la base des connaissances pour une gestion active des médecines traditionnelles, médecines via, bien sûr, des politiques nationales appropriées, renforcer l'assurance qualité, la sécurité, l'usage approprié, l'efficacité, par la réglementation des produits, des pratiques et des praticiens, et bien sûr, promouvoir la couverture sanitaire universelle en intégrant de façon adéquate les services de médecine, d'approche complémentaire, je pourrais dire, dans la prestation des services de santé, l'auto-prise en charge sanitaire. Et il est intéressant de voir que l'Organisation mondiale de la santé précise aussi que les patients dont les médecins généralistes ont reçu une formation supplémentaire en médecine complémentaire et parallèle affichent des dépenses de santé moins importantes et un taux de mortalité beaucoup plus faible. Donc, ce n'est pas anodin. C'est vraiment intéressant. Et puis, parallèlement, étant donné les difficultés financières qui prévalent actuellement partout dans le monde, on nomme aussi que le recours aux approches complémentaires pour la promotion de la santé pourrait permettre là, justement d'alléger les coûts des soins de santé. L'OMS soulève aussi que l'usage des approches complémentaires va aller en grandissant. C'est sûr que dans le document de l'OMS, on parle beaucoup des pays en émergence, mais où les approches complémentaires dans ces pays, c'est la médecine des pauvres, alors que les approches complémentaires dans nos pays occidentaux, c'est la médecine des riches, puisqu'il y a quand même des soins, des coûts associés et qu'il n'y a pas justement de couverture universelle. Il y a des exemples là, que vous pourrez prendre connaissance là, en ayant accès au PowerPoint. Là, je ne vais pas vous les lire. Donc, en Ontario, il y a eu un document qui dit qui permet justement aux médecins d'avoir une double pratique et qu'ils n'auront pas de risque d'être déclarés coupables d'une faute professionnelle ou d'incompétence du seul fait qu'ils pratiquent une thérapie non conventionnelle ou différente de l'exercice courant de la médecine, à moins qu'il existe, bien sûr, des preuves qui démontrent que la thérapie présente un risque plus grand pour la santé du patient que l'exercice conventionnel ou courant de la profession. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'universités qui, justement, offrent de la formation. Il y a eu la mise sur pied de cliniques de santé intégrative universitaires. Comme c'est un système de santé qui est très différent, les universités ont aussi des cliniques
de santé grand public, ce qui n'est pas nécessairement le cas au Québec et au Canada, où les cliniques de santé sont réservées soit aux étudiants ou aux professionnels. Donc, il y a aussi des recherches et un consortium académique regroupant les universités intéressées à la santé intégrative. Il y a quand même 53 universités américaines qui se sont positionnées en faveur de la santé intégrative, dont Harvard, Duke ou Massachusetts ou Bastyr, qui est pour moi le modèle par excellence d'université, puisque c'est essentiellement là, orienté vers les approches complémentaires comme formation. Au niveau politique, excusez-moi, il y a quand même des initiatives conjointes avec le ministère et les milieux de pratique. Par exemple, il y a des protocoles de soins qui incluent les approches complémentaires et des courses de formation. On peut parler, par exemple, au niveau de l'oncologie et des douleurs chroniques. C'est beaucoup quand on arrive à des situations vraiment plus avancées au niveau du curatif qu'on permet plus les approches complémentaires, malheureusement et heureusement en même temps. Donc, puis il ne faut pas perdre de vue que notre système de santé a été mis en place pour des soins aigus. Et avec les années, on a de plus en plus de maladies chroniques. Donc, le système de santé n'a pas été pensé pour les maladies chroniques. On vit plus longtemps, mais on ne vit pas nécessairement en meilleure santé. Donc, on a comme frappé un mur, d'où l'avantage des approches complémentaires pour apporter une réponse à ces situations-là. Mais au risque de me répéter, ça pourrait être vraiment intéressant qu'elles soient aussi utilisées autant en promotion de la santé qu'en prévention des maladies. Il y a eu une étude qui a été faite par Isabelle Gaboury concernant la perception des professionnels de la santé du Québec à l'égard des approches complémentaires. Donc, l'étude de Gaboury portait essentiellement sur les médecins. Donc, 2/3 des répondants se disent plutôt ouverts aux approches complémentaires. C'est quand même intéressant. Il y a 3 répondants sur 5 qui disent en avoir déjà utilisé personnellement. Et la majorité des médecins répondants disent se faire questionner au sujet des approches complémentaires par les patients de manière régulière. Et plus du tiers disent se faire poser des questions quotidiennement. Il y a 3/4 des répondants qui sont en faveur de recevoir de la formation pour assumer leur rôle de conseiller. Et 86,7% considèrent qu'il est de leur responsabilité. C'est intéressant. De répondre aux questions relativement aux approches complémentaires, mais seulement 33,1% d'entre eux se disent outillés pour le faire correctement. L'ostéopathie, la massothérapie et l'acupuncture figurent parmi les approches complémentaires les plus recommandées par les médecins répondant à cette étude-là. Moi, j'ai fait une étude auprès des étudiants de ma faculté. Notre faculté est une faculté qui offre des formations aux professionnels de la santé et aux intervenants déjà en exercice. Donc, ce ne sont pas de futurs médecins ou de futures infirmières, ce sont des professionnels de la santé d'exercice. Donc, parmi les réponses, les répondants ont dit qu'ils voulaient se familiariser avec les approches pour les utiliser pour gérer leur propre santé et leur mieux-être. Quand même 91%, c'est intéressant. Et 92% d'entre eux disent être en mesure de répondre aux questions des patients au sujet de ces approches. Donc, ils souhaitent de la formation à cet égard-là. 93% disent vouloir de la formation pour informer les patients des autres possibilités de soins qui peuvent s'ajouter à ceux offerts par le système de santé. Et 88% d'entre eux disent être en mesure de soutenir les patients dans leur démarche de combiner les 2 types d'approches. Donc, la formation leur permettrait de le faire. Et 91% disent qu'une formation pourrait leur permettre d'être en mesure de référer les patients vers des approches complémentaires basées sur les données probantes en complément aux soins médicaux et aux services psychosociaux. 92% des répondants disent vouloir de la formation pour être en mesure de suggérer aux patients des références Internet fiables et 85% disent vouloir de la formation pour obtenir une certification de coach, de conseiller en santé intégrative. 81% disent vouloir de la formation pour être en mesure d'avoir la formation requise pour pratiquer à titre de praticien d'approche complémentaire en plus de leur propre profession. Donc, autant l'enquête que j'ai faite que celle de Gaboury
la fermeture des professionnels de la santé est peut-être pas aussi grande qu'on pense. Peut-être qu'on a aussi des commentaires de leur part qui peuvent nous apparaître soit incohérents ou qui peuvent juste pas tout dire devant la caméra. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, selon les deux études, les éléments qui semblent le plus influencer la perception des médecins quant à leur rôle de conseiller relativement aux approches complémentaires, c'est le genre. Donc, si vous allez lire l'article de Gabory, vous allez voir que les femmes suggèrent davantage des approches complémentaires que les hommes médecins. Le nombre d'années d'expérience, plus ils ont d'expérience de pratique, plus ils suggèrent les approches complémentaires. La pratique en milieu urbain font davantage référence aux approches complémentaires. Et bien sûr, la référence aux approches complémentaires est aussi en lien avec leur propre ouverture face aux approches complémentaires ou leur utilisation complète. Donc, la prévalence d'utilisation des approches complémentaires au Canada et au Québec, est-ce que c'est important ou non? L'Institut Fraser documente sur une période de 10 ans, en 2026, on aura une nouvelle idée là, de ce que c'est. Cette dernière-là remonte déjà à 2016. Donc, au Canada et au Québec, je ne vous lirai pas tout ça, là. Donc, de manière générale, 79 de la population canadienne disent avoir utilisé au moins une fois dans leur vie des approches complémentaires. Au Québec, c'est 69 hein. On voit, c'est toujours un peu, vous allez voir, là, il y a toujours un peu plus moins. Les chiffres sont moins élevés au Québec qu'ailleurs, probablement pour des raisons là, de légalisation puis d'encadrement et tout ça. Peut-être qu'il y a du lobby plus important au Québec. Dans les 12 derniers mois, au Canada, 56 de la population disent avoir utilisé des approches complémentaires et 46 au Québec. Désolé. Les approches complémentaires utilisées au moins une fois dans leur vie, en pourcentage, on parle de massage. Donc, 44 au Québec, 20 excusez, ce matin, là, je suis vraiment pas bien, donc je m'encarcane dans mes mots, là, je suis sincèrement désolée. Donc, 44 au Canada utilisent le massage, 20 au Québec. La chiro, c'est 42 31 pour le Québec. Le yoga, 27 Canada, 7 Québec. Technique de relaxation, 25 au Canada, 20 au Québec. L'acupuncture, on parle de 22 pour les Canadiens et 14 pour les Québécois. La prière et les pratiques spirituelles, 19 16 Produits de santé naturelle, 14 7 et la naturopathie, 11 5 Donc, si on regarde maintenant dans les 12 derniers mois, je vais y aller plus au niveau du Québec là, pour se concentrer un peu plus chez nous. On peut voir que l'aromathérapie est une des approches très utilisées, qui est aussi utilisée par soi-même. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous nécessairement là, avec quelqu'un. Les gens vont aller s'acheter des huiles essentielles. L'autre pratique qui est beaucoup utilisée, c'est aussi les pratiques spirituelles, les prières. Ensuite, on va avec les techniques de relaxation. L'alimentation pour les changements alimentaires font aussi partie là, des moyens les plus utilisés. Les produits de santé naturelle aussi. Ensuite vient le massage pour 53 le yoga par la suite. Ensuite, on a la naturopathie, la chiropratie, l'acupuncture, et c'est intéressant de voir que l'homéopathie est quand même assez élevée au Québec en termes d'usage. Et on voit aussi ici, un peu plus haut, les doses élevées de vitamines. Au Québec, on n'a pas de données alors que c'est 54 là, pour le Canada. Les types de pratiques et le nombre de traitements. Donc, en chiro,
c'est à peu près 13,7 traitements. En ostéopathie, 7,7. En acupuncture, 10,6. Massage, 7,0. Et homéopathie, c'est 7,6. Donc, traitement-consultation. Donc, la chiropratie, le nombre de consultations est plus élevé comme l'acupuncture. Et pour avoir regardé certaines études, effectivement, que j'ai regardées au niveau plus de l'acupuncture, c'est environ 10 à 15 traitements pour certaines conditions qui est nécessaire pour régler certains problèmes, ce qui là revient à dire que comme ce n'est pas un accès universel, il est possible que les gens n'utilisent pas l'acupuncture à sa juste valeur pour une question de finances. Donc, la ville de Sherbrooke avait aussi déjà fait une étude qui disait que 80% souhaitaient là, des approches complémentaires au niveau de leur population. Et puis, collaboration au Québec, je vais donner des exemples. Parce que souvent, les gens vont se poser la question à savoir, est-ce qu'il y en a vraiment des réelles situations de santé intégrative au Québec? Il en existe, puis il en existe dans le réseau de la santé aussi. On entend peut-être pas nécessairement parler beaucoup, mais il en existe. Je vous donne des exemples. La clinique de gestion de la douleur au CHUM offre des approches complémentaires aux personnes qui consultent la clinique. On sait que pour avoir accès à la clinique, c'est vraiment quand les gens sont, puis il y a des listes d'attente, puis c'est long, très, très, très long. Et le problème aussi actuellement au niveau du réseau de la santé, c'est qu'il y a une nomenclature qu'on appelle des postes. Ce qui veut dire que le Conseil du Trésor définit, bien, il y a des postes possibles pour les infirmières, on a des postes de physiothérapeutes, puis on a des postes d'ergothérapeutes, pour donner un exemple. Mais ça n'existe pas des postes pour les acupuncteurs ou pour les ostéopathes. Donc, c'est la raison pourquoi le réseau de la santé ne peut pas embaucher directement des acupuncteurs, par exemple, même s'ils ont un ordre professionnel. Ce qui fait en sorte que les traitements offerts dans des cliniques comme la clinique de la gestion de la douleur ou à d'autres places sont souvent soutenus par les fondations. Et les praticiens d'approche complémentaire sont rémunérés à travers la fondation ou font totalement du bénévolat. Donc, c'est une des choses qui est à modifier. Peut-être qu'avec les initiatives actuelles du ministre de la Santé qui pourrait peut-être justement voir comment il pourrait, dans la nomenclature, ajouter ce type de poste-là. Je vais essayer d'accélérer parce qu'on est déjà à 9h57. Hein. Donc, pour avoir des exemples de réelles pratiques de santé intégrative au Québec, il en existe, mais il en existe dans le genre de situation comme je viens de nommer. Au niveau de la formation, il en existe aussi, autant au niveau de la formation non créditée que créditée. Et il y a quand même beaucoup de programmes sous ma responsabilité dans lesquels on a ajouté dans les cours des enseignements en lien avec la santé intégrative. Donc, les étudiants, les professionnels de la santé en exercice sont déjà bien exposés. Je vous dirais que si je regarde juste les programmes sous ma direction, j'ai des collègues qui en ont introduit aussi, juste moi et un de mes collègues, on doit former au moins 1000 à 1500 professionnels de la santé annuellement au niveau de la santé intégrative.